Je crois que c'est 54, mais je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas combien fait. Oui, c'est une tour de 9 à 11 étages. Oui, de 9 étages, c'est ça. Vous avez raison. Oui. C'est peut-être beaucoup, mais ce n'est pas une tour de 9 étages. Voilà. Oui. Mais ce sera beaucoup de toute manière, madame. Parce que quand un promoteur, comment font les promoteurs? Ils arrivent, ils vont voir dans un pavillon, en général une personne âgée, souvent seule, sur un pavillon intéressant, ils disent, madame, ou monsieur, votre pavillon vaut X, on vous propose 150% de X. Vous en connaissez beaucoup qui résistent? Moi, j'en connais pas. Moi, j'en connais pas. Et à partir de là, ils vont voir le deuxième, ils vont dire, on vient d'acquérir le pavillon, on va monter à 6 étages. Alors, votre pavillon, vous savez, quand on aura commencé les travaux, etc., il ne vaudra plus grand-chose. Ce qui n'est pas forcément vrai, d'ailleurs. Pas forcément vrai. Et là, on l'achète non plus à 150%, 105 ou 95 du prix. Il commence à descendre. Voilà. Et à partir, voilà comment ça se passe. Et bien, ce processus, croyez-moi, il est inexorable. Il est inexorable. Parce qu'on sait très bien qu'on a une population vieillissante dans la ville, notamment dans la zone pavillonnaire, et qu'à partir du moment où les gens, on y reviendra parce que c'est un aspect qui a attiré notre attention justement sur le niveau de revenus financiers de personnes âgées qui avaient acquis leur petit pavillon, j'allais dire facilement, non, mais normalement, dans les années précédentes, il y a 30 ans, il y a 40 ans, parce que les prix n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, mais qui aujourd'hui, parce qu'on vit plus longtemps qu'avant, et tant mieux, sont évidemment souvent maintenant seuls, veufs ou veuves, ont des moyens financiers qui, compte tenu de la situation des retraites, ont baissé relativement, mais ont baissé pas mal, et se retrouvent dans la situation où ils n'ont plus la même validité pour l'entretenir, et ils n'ont plus les moyens financiers. Vous parlez des moyens d'acquisition. Bien sûr. D'accord avec vous. Par contre, ce que je dis, ce projet de fouillement qui était très bien au départ, parce que moi j'avais vu pour accéder justement à la propriété de ce moment-là, était sur une petite surface. Or aujourd'hui, je me retrouve avec l'équivalent d'une tour, peu importe que ce soit en long, en... Non, madame, c'est pas. Non, d'abord, c'est même pas en long, c'est pas en long. Oui, mais encore une fois, sur vous. une surface limitée, malgré tout. Mais madame, à partir du moment où les règles du plan local d'urbanisme le permettent, vous ne pourrez pas empêcher un promoteur de le faire, sauf à avoir des moyens de discussion avec lui qui fassent que ça puisse s'intégrer relativement, alors après chacun appréciera, au paysage. Le problème étant que il ne faut pas que l'on monte évidemment trop haut, mais le PLU ne le permet pas. 9 étages, à cet endroit-là, vous ne pouvez pas. 7, 8, 6, plus 1, vous pouvez. Mais plus haut, non. Et de faire qu'on n'ait pas une barre, qu'on n'ait pas n'importe quoi. Vous, dans votre action, vous décidez systématiquement ou dans l'idéal d'aller à quel étage? Alors nous, je vais vous le dire, alors j'y reviendrai si vous pouvez pendant la présentation, je vous donnerai des indications. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons une situation, une partie de notre population vieillissante n'a plus les moyens de continuer à vivre, et je ne raconte pas d'histoire, ce sont les associations caritatives, secours populaire, catholiques, etc., qui ont attiré mon attention il y a 3 ans en disant « Nous avons des gens qui sont propriétaires et qui viennent à la soupe populaire. » Oui, mais donc ça c'est une donnée qu'on doit intégrer à une réflexion sur le développement de la ville. C'est pas la seule. On a des couples jeunes. Le quartier de Nonneville est un quartier qui vieillit, mais qui en même temps qui rajeunit beaucoup par certains autres aspects. Et donc on a ce paradoxe, cette situation un peu contradictoire, qu'il faut essayer de réfléchir et de penser pour essayer de penser la ville et apporter des éléments d'évolution de cette ville. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est que de toute façon, il y a une pression qui est inexorable par le prix du marché, par le prix du foncier bâti, et que de toute façon, ça va se densifier. Et oui, alors on peut le regretter, on peut considérer qu'on aimerait bien rester dans notre quant à soi, tel qu'il existait, et je ne dis pas qu'il n'avait pas son charme, bien sûr, mais en même temps, si on n'y prend pas garde, si on veut résister simplement, nous ne pourrons pas. Enfin, en tout cas, c'est la conception que nous en avons, et que donc il faut accompagner, autant que faire se peut, dans la meilleure des directions, ce mouvement qui va amener plus ou moins vite, mais la ville ayant une certaine qualité, plutôt plus vite qu'ailleurs, une densification de notre habitat. Voilà le point de départ qui est celui-là. Et donc à partir de là, il faut que l'on regarde quels sont les éléments, les outils, les instruments qui nous permettent justement d'avoir un relatif contrôle, donc de penser la ville, mais aussi, en même temps que nous la pensons, d'accompagner son véritable évolution de façon concrète. Je vous donnais l'exemple de la rue Coulmont, son état.
Il y en a d'autres, et on y reviendra. Donc, excusez-moi, oui. on peut le faire sur d'autres parties sur la ville, essayer d'avoir cette agressivité immobilière. Je vais prendre un peu plus fort la parole quand même peut-être. Mais on peut arriver à le faire parfois dans d'autres endroits. Qui, vous parlez de la ville? Oui, bien sûr. Ah oui, la ville, les limites de la ville, c'est quoi? Je sais pas. Hein. Non, mais les limites de la ville, c'est quoi? C'est son budget. Nous n'avons pas les moyens de préempter la totalité des pavillons. Non, sans obligatoirement préempter. L'élément de préemption était un élément... Alors, je vais vous donner, attendez, si vous permettez, je crois que la présentation va répondre au moins en partie à votre question. Donc après, il s'agissait de réfléchir à cette ville, à sa situation, et de prendre donc grand quartier par grand quartier sa situation actuelle, ses possibles évolutions, et d'essayer de nous doter d'outils qui permettent de pouvoir justement essayer de l'accompagner, j'allais dire au cas par cas, c'est pas vrai, mais au moins dans les grandes directions. Alors si on veut essayer de faire une visite globale de la ville, d'abord, notez qu'il y a environ 47 à 48 projets qui sont codifiés ici. Hein, chaque icône représentant un projet. Un projet ne veut pas dire la construction de logements. On est bien d'accord. Hein. La maison des services publics à Vitry, c'est un édifice qui fait partie de l'urbanisme, ça n'est pas du logement. L'organisation de l'espace public tout au long de Vitry-Princé, c'est du logement dans certains cas, des commerces dans d'autres, et aussi des équipements publics et d'un aménagement d'espace public. Lorsque nous intervenons pour dépolluer l'usine d'amiante du CD 115, c'est un objet sur lequel, en effet, nous avons travaillé et qui participe des projets de la ville. Je veux vous dire qu'au 20 décembre au plus tard, nous aurons terminé la pollution de ce site, enfin, et que nous allons en aménager la surface. Pardon? Et quoi, la pollution? La dépollution, bien évidemment. La dépollution de ce site, et que nous avons, on n'en a pas encore les images, mais on les mettra dès qu'elles seront prêtes, un projet d'aménagement de surface, parce que nous ne pourrons plus construire, évidemment, dans les sous-bassements, sauf à avoir des chantiers très spécifiques, compliqués, très chers, etc., etc. Même si le terrain est dépollué jusqu'à 90 cm de profondeur sur l'ensemble des 7000 m² qui étaient concernés. Et donc ce n'est pas une petite pollution, cette dépollution, c'est un vrai travail systématique qui a été fait. Donc vous voyez, vous avez ici les icônes qui représentent sur le territoire de la ville la plupart des projets, mais on va en sortir quelques-uns, on va vous les montrer. Je voulais commencer par le nord, et descendre ensuite par couches successives vers le centre et le sud de la ville. Alors le nord, nous avons ici la RN2, vous pouvez vous repérer, la RN2, la Rose des Vents dans ce triangle-là, ce qu'on appelle les 3000, qui est l'objet d'un plan de renouvellement urbaine qui a été initié par le maire précédent, Gérard Baudron, en 2004. Il était à l'époque d'ailleurs premier adjoint. En 2004, non. Non, il était maire, il venait d'être élu en 2003, à l'issue de l'élection de 2001. Il était maire, et un projet qui est en masse financière le deuxième le plus important de France, 330 millions d'euros, tout compris État, région, département, ville, etc. 330 millions d'euros. Et surtout avec sinon une difficulté, mais une originalité. Partout, l'habitat, évidemment, est accroché à des transformations de l'espace public, la RN2 ici en l'occurrence, mais là, une articulation d'une ampleur qui n'existe pas dans beaucoup d'autres projets. Parce que la RN2, qui s'articule à la Rose des Vents, va devenir le nouveau pôle de centralité à cette hauteur-là, qui existe aujourd'hui au niveau du Galion, ici. Et donc vous voyez une double fonction. Voirie, réaménagée, réorganisée, mais en même temps pôle de centralité pour cette partie de la ville. 3000 logements réhabilités et résidentialisés de 2004. Nous arriverons fin 2014 à la fin de la résidentialisation de tous les appartements de la Rose des Vents, de ceux du Galion et de ceux des étangs. Et les reconstructions qui vont l'accompagner. 826 démolitions, 320 reconstructions au 1 pour 1 sur le site, toutes les autres en dehors du site dans la ville, et enfin à peu près 230 d'entre elles en dehors de la ville, dans d'autres villes, l'Ivry-Gargan, les Lilas, etc., où le logement francilien qui a du patrimoine a construit pour en fait compenser la démolition qui se faisait sur le secteur de la Rose des Vents. Donc un résultat d'ailleurs sur le plan urbanistique qui est relativement aéré. Ceux qui ont connu la Rose des Vents il y a encore 5 ans, la démolition de 12 tours, je l'espère bientôt des 2 dernières et du Galion lui-même,
on peut considérer que c'est une véritable réussite architecturale et urbanistique. L'horizon s'est transformé. Et vous savez, quand l'horizon se transforme, il se transforme un peu dans les cerveaux. Et je peux vous garantir que sur le plan de la sécurité, comme sur le plan, comment dire, de la tranquillité plutôt que de la sécurité, les choses ont changé dans ce quartier de grand habitat de la ville, ce qui n'est pas le cas dans d'autres quartiers. Je pense à Mitry, où c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus conflictuel. Mais un problème reste posé. C'est que vous avez beau éclaircir, et c'est mieux, un visage humain, l'habitat, si vous n'y apportez pas les moyens de vivre, vous aurez à marcher sur une seule patte. Et c'est très difficile. Et que donc, la question que nous avions posée d'emblée, au moment où nous avons été confrontés à la suite de ce programme de rénovation urbaine, c'était de pouvoir réfléchir et commencer à travailler sur un plan de développement économique. Et le plan de développement économique, je reviendrai très rapidement après sur la Rose des Vents et l'état dans lequel nous avons trouvé, enfin les difficultés auxquelles nous avons été confrontés dès la fin de l'année 2008, eh bien c'est au nord un certain nombre de zones qui existent. Là, vous voyez, on est au bout de la RN2, ici, au bout de la RN2, donc au bout, évidemment, de la rue qui articule l'ensemble d'habitats de la Rose des Vents. Et nous avons ici, évidemment, plusieurs zones d'activité économique, de qualité différente. Pourquoi? Parce que celle-ci, les Mardelles, la zone des Mardelles, qui est en gros au bout de la rue Jacques Duclos, à l'articulation du rond-point de l'Europe ici, qui est le bout, évidemment, de cette portion de la RN2, l'autre bout étant le rond-point Monet, près de Bricoman, si vous situez la géographie de cette partie de la ville. Nous avons ici la zone des Mardelles, qui est une zone d'activité qui a vieilli par certains côtés, mais qui est en train de se moderniser, donc nous avons poussé la modernisation. Ici, l'usine Sopron-Réal, qui est une filiale de L'Oréal, qui produit des produits de beauté, Garnier, pour l'ensemble du marché européen, qui était menacée il y a 2-3 ans. La direction de L'Oréal se posait la question de continuer à faire vivre ou pas cette entreprise. Nous étions en discussion avec eux depuis longtemps. Ils viennent de décider, il y a quelques semaines, d'y investir une quarantaine de millions d'euros et donc d'assurer la pérennité de cette entreprise pour au moins une bonne période. Et c'est ça plutôt une bonne nouvelle. Ici, vous avez les établissements Guerbet, petite multinationale qui produit des produits pour l'imagerie médicale et pour le conditionnement de produits de très haut de gamme, et qui est la 3e entreprise au niveau mondial qui travaille dans ce domaine. Les 2 autres étant américaines et la 4e aussi étant américaine. L'Oréal a investi ces 2 dernières années 40 millions d'euros puisque nous avons inauguré il y a 1 an les nouvelles chaînes de production. Et donc là encore, on a un produit de développement économique qui a de l'avenir. Reste à voir comment nous pouvons reconditionner, retravailler. Ça se fera sur 5, 10, 15 ans bien évidemment, mais c'est comme ça qu'il faut se projeter à l'échelle d'une ville, et même plus loin, à retravailler une partie de cette zone. Il faut savoir, ça ne se sait pas beaucoup, que les établissements de réparation quartier sont là, dans cette zone, autour. Que certains établissements de qualité sont dans cette zone. En revanche, si on va de l'autre côté du bout de la RN2 ici, là, aux abords de Paris Nord et de Gare au Nord derrière, nous avons une zone d'activité, vieille zone d'activité logistique, qui, elle, est complètement dégradée. Si vous passez derrière, pour ceux qui allaient à Gel 2000 à l'époque, vous avez des quais qui sont, on se croirait, dans les années 40, dans un quartier de Chicago. C'est tellement la qualité du bâti a été dégradée. Donc là, on a un certain nombre d'intentions, des discussions avec des investisseurs, avec une difficulté supplémentaire qui est qu'on a une copropriété d'entrepreneurs ici, même s'il y en a un qui est majoritaire et qui donc peut prendre un certain nombre de décisions, c'est le groupe Général Electric. Mais ce qui nous inquiète, c'est qu'il puisse y avoir des détachements de morceaux au fur et à mesure et qu'il n'y ait pas une vision d'ensemble pour essayer de relever l'ensemble de ce quartier.